Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix. Alors là en fait dans l'introduction je voulais en profiter pour partager des informations avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Si vous ne voulez pas écouter ça, mais là pour le coup je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout parce que ça sera pas long et que je donne des infos qui pourraient je pense vous être utiles, notamment si vous arrivez ici c'est pas un hasard. Donc la minuterie évidemment pour celles et ceux qui veulent le savoir déjà, ça sera en barre d'infos, je commencerai orange puis diamant vert, puis diamant jaune. Là, comme toujours, pendant que je parle, si vous voulez prendre le temps un peu de voir les cartes, on a chakra sacré, le cœur est rayonné. Je les ai tirées vraiment sans les voir, donc j'étais assez incroyable que les coloris aillent là pour ces deux cartes avec la couleur du diamant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une thématique qui me tient à cœur et qui en fait est très en lien avec actuellement les recherches que moi je peux faire. Donc évidemment c'est intemporel, mais voilà, je suppose qu'il n'y a pas de hasard si je suis censée, voilà, si j'étais inspirée pour faire ça et que les messages que je pourrais transmettre sont issus des infos que j'ai pu avoir récemment en fait, ou même des expériences que j'ai pu faire. Donc là, je ne sais pas exactement comment je vais appeler la vidéo parce que je suis en train de la tourner et les titres, je les donne a posteriori. Mais en gros, c'est comment briser les cycles répétitifs qui peuvent se reproduire dans votre vie. Et là, on va aller chercher du côté de l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que votre inconscient reproduit entre guillemets ou va être attiré ou va vous être entre guillemets un aimant à schémas répétitifs qui vous bloquent en fait, qui sont bloquants. Donc là, le livre que je vous conseille d'ores et déjà, si déjà la thématique vous parle, c'est un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea. Je vous recommande fortement, je vous mettrai toutes les infos et les tarots utilisés, les decks dans la barre d'informations. C'est Guérir de ses blessures émotionnelles, je viens de commencer à le lire et j'avais en fait l'oracle qu'elle a fait également qui est vraiment super, qui est un de mes basiques indispensables que j'utilise quotidiennement pour mes consultations et mes accompagnements privés. Donc le bouquin est aussi bien que l'oracle en fait. Ce livre est juste génial. Donc je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo dédiée à ça. Mais en tout cas un très bel ouvrage pour pouvoir commencer à prendre conscience de ce qui bloque et de travailler justement sur ce qui est logé dans l'inconscient. Je dirais que c'est une très belle entrée en matière extrêmement accessible avec des exercices et une méthode pour pouvoir un peu se dépatouiller de tout ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que avec cette vidéo, il y aura une extension que vous pouvez retrouver sur Patreon avec l'abonnement Silver, donc qui est l'abonnement le plus abordable, le plus accessible. Vous pouvez évidemment résilier à tout moment votre abonnement Patreon, c'est sans engagement et sans frais. Mais voilà, c'est un moyen de pouvoir soutenir aussi mon travail autrement. Donc il y aura le lien si vous voulez aller regarder la vidéo spécifique que je vais faire là, qui sera donc sortie au moment où j'aurai publié cette vidéo que vous êtes en train de regarder, où on va aller trouver je vais vous donner quelques outils pour justement commencer à travailler sur les schémas limitants et à pouvoir débloquer ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon parce que je publie et je mets des choses que je ne publie pas sur la chaîne YouTube évidemment. Il y a aussi en lien avec tout ça un article que je mettrai en barre d'infos qui est un article sur comprendre la mémoire traumatique que vous pouvez retrouver sur mon blog lodufeu.com en bas de page. C'est un article aussi que j'ai rédigé il y a quelques années qui est toujours d'actualité et qui parle en fait justement des étapes pour pouvoir sortir en fait du trauma en fait, des traumas qu'on peut vivre, des traumatismes qu'on a pu vivre et de comprendre comment on fonctionne et comment ça fonctionne aussi au niveau du cerveau sur l'aspect physiologique du corps et physiologique et aussi mental, émotionnel. Donc si ça vous parle et que vous avez vécu peut-être des événements que vous estimez être vraiment traumatisants ou douloureux et que vous n'avez pas vraiment réussi à passer, à dépasser ça, l'article je pense pourra vous donner des pistes de réponse ou de réflexion, tout du moins je l'espère, avec justement des vidéos et des recherches que j'ai pu faire. Donc ça, c'était les premières choses qui me paraissaient importantes, surtout en lien avec la vidéo. Et je lance en même temps un jeu concours. Et là, ça sera un bracelet à gagner. Donc pour pouvoir participer, il suffit de taper dans les commentaires je participe et je sélectionnerai le ou la gagnante en tirage au sort. Et les dates de début et de fin de concours seront également dans la barre d'informations si vous voulez en savoir plus. Ceci est un quartz hématoïde. C'est très bien pour travailler, c'est marrant, sur le chakra sacré du coup. Et pour pouvoir en fait l'équilibrer et pouvoir en fait intégrer on va dire certains de ses ressentis. Donc je me suis dit que c'était dans le thème, donc je me suis dit pourquoi pas.
Voilà, donc je crois que pour trêve de blabla, j'en ai dit assez pour ça. On va attaquer tout de suite ce tirage et je vous laisse choisir, si ce n'est pas déjà fait, le diamant qui vous intéresse, sachant que je vais commencer moi tout simplement avec le orange. Pour celles et ceux qui ont choisi le diamant orange. Alors, si vous avez complètement zappé l'intro, toutes les informations sont en barre d'infos. Il y a un jeu concours avec un bracelet à gagner. Et il y a aussi une extension pour cette vidéo que vous pouvez retrouver sur Patreon avec la formule Silver. Si la thématique est que vous intéresse et que vous voulez avoir des outils pour pouvoir justement aller encore plus loin et briser les schémas répétitifs dans votre vie qui ne vous rendent pas service. Donc bah là, alors là on peut pas faire plus clair parce que comme je le disais en début, j'ai shuffle, j'ai brassé les cartes et je les avais pas regardées et je les ai retournées pour en fait vous permettre de choisir. Et c'est quand même assez incroyable qu'on ait les deux qui sont vraiment, on peut pas faire plus cohérent. Donc là, chakra racine, chakra sacré pardon, j'ai envie de vous dire, travailler sur le vœu de chasteté, la révocation du vœu de chasteté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo également en barre d'infos explicative. Et le chakra sacré, ça va être en lien avec notre capacité en fait à pouvoir ressentir les émotions, à pouvoir aussi digérer ce que l'on vit. C'est un chakra qui est très important parce que c'est celui qui va nous permettre de pouvoir harmoniser en fait, pour moi, c'est que mon point de vue, les chakras du bas, les trois du bas, le racine sacré, plexus, et c'est vraiment un chakra qui est primordial pour pouvoir justement arriver à concrétiser ses désirs, à matérialiser les choses, et c'est très en lien aussi avec la difficulté à pouvoir recevoir, à pouvoir se sentir bien en sécurité là où on est et à pouvoir créer la vie qu'on a envie de vivre. Donc déjà c'est assez significatif, on a déjà quand même pas mal d'informations rien qu'avec ça qui nous permettent de voir, voilà, qui permettent d'avoir une idée assez claire déjà de la thématique qui est peut-être une insatisfaction chronique, j'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous, et vraiment des difficultés à pouvoir aller au bout des choses. Peut-être que je suis face à des personnes qui sont des procrastinateurs ou procrastinatrices nées, ou au contraire des gens qui s'éparpillent beaucoup, qui font beaucoup de choses mais qui n'arrivent pas à aller au bout, ou qui vont d'une manière ou d'une autre peut-être trouver un moyen de faire couler les réussites, parce que si on a réussi quelque part, c'est qu'on a atteint l'objectif et que quelque part c'est la fin. Si une fois que l'objectif est atteint, il y a plus, c'est plus drôle, il y a plus de pression, il y a plus de stress, qu'il soit bon ou non. Pareil dans les relations, une fois qu'on a atteint l'objectif, au final, une fois que la personne, la phase de séduction peut-être est passée, on rentre dans quelque chose de peut-être un peu plus entre guillemets routinier, et peut-être que certains et certaines d'entre vous sont allergiques, ou disent en tout cas être allergiques à toute forme d'autorité ou de routine. Il y a quand même une énergie assez bélier ici de je veux être autonome, je veux être indépendant, je veux faire ce que j'ai envie de faire, qu'importe ce que les autres autour peuvent penser. Il y a aussi une énergie un peu verso dans cette ligne, dans cette trame, ligne d'idées où en gros, on veut faire les choses pour soi, mais en même temps, on se rend compte que si on est honnête avec soi-même, on voit qu'on les fait aussi pour les autres finalement, que le regard de l'autre prend peut-être beaucoup de place dans votre vie, même si vous ne voulez pas vraiment vous l'avouer en fait. Donc on veut être absolument, on prône l'autonomie, la liberté et la liberté d'expression, mais on se rend compte qu'à la finalité, on se retrouve toujours pris au piège de nos propres limites et de nos propres jugements sur nous-mêmes en fait. Donc peut-être aussi un côté autocritique très dur, et on va voir, parce que c'est peut-être lié au fait que vous avez eu un parent ou des gens dans votre entourage quand vous avez grandi, ou des professeurs à l'école, je sais pas, qui étaient hyper exigeants, qui étaient hyper durs, et qui pensaient que ça justement vous permettrait d'être, que la rigueur en gros allait vous aider, que d'être dur allait être une façon de vous protéger ou de vous armer, de vous parer pour être prêt à la vie, et en gros pour être prêt à prendre les coups si on en prend. Et en final, à force de vouloir absolument être dans quelque chose de peut-être rigide et de vouloir vous donner des coups pour vous endurcir, pour que ça fasse moins mal quand les autres le feront, au final ça fait que vous avez une vision du monde qui est assez limitée, en ce sens où forcément vous ne voyez peut-être pas d'un bon œil les autres, peut-être que la compétition est quelque chose que vous aimez et qui peut aussi être poussé même à un extrême où ça devient de la compétition malsaine, parce qu'on veut absolument
gagner par rapport à l'autre. Il y a un côté assez animal aussi, ici, assez bestial. Je sais pas si vous aimez par exemple les sports de combat ou voir les gens en gros s'écharper voilà dans des programmes télévisés ou dans des émissions ou dans les débats politiques, mais on dirait qu'on aime ce côté un peu sanguin, un peu peut-être que vous aimez aussi aller à des matchs de foot ou des trucs où on sent qu'il y a un besoin tout le temps de nourrir. On est un peu shooté à l'adrénaline ici. On a toujours besoin de quelque chose pour nous rappeler qu'on est en vie. Et au final, je pense que là, je suis face à des personnes qui ont vraiment du mal à passer un trop grand moment, être trop longtemps seul. C'est quelque chose, à mon avis, d'assez anxiogène pour la plupart d'entre vous ici, je pense. Hein. Bon, écoutez, on va commencer tranquillement la lecture. Je vais prendre ça finalement parce que je pense que là, finalement, alors je prendrai pas ça peut-être pour les 3 tirages, mais pour vous, je pense que c'est pas mal ça. Alors, on va voir d'où ça vient tout ça, on va essayer de comprendre. Ça peut aussi typiquement être, si vous êtes une femme, de voir vraiment les autres femmes que vous jaugez comme étant des potentiels dangers en fait. Le sexe opposé est vu comme quelque chose soit qu'on doit conquérir, séduire, et les gens du même sexe sont des gens avec lesquels on doit soit être en compétition, soit avec lesquels on se jauge pour savoir ce que l'on vaut en fait. Il y a une notion ici de manquer au final d'estime de soi, de confiance en soi, de toujours remettre le curseur vers l'extérieur. Je vais prendre ça avant d'attaquer ça. C'est là où on commence à sortir les tarots. Mon préféré hein, pour le shadow work, pour celles et ceux qui s'intéressent, le Nicoletta Ceccolitaro et Isra Taroki. Et ça sera évidemment en barre d'infos si vous voulez vous procurer ce que j'utilise. Ah, j'ai oublié de préciser que j'ai mis à jour mes favoris Amazon aussi. Donc là vous aurez tous les livres, les tarots, les oracles, tout ce que je trouve d'utilité publique on va dire. Alors c'est en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, par rapport à la racine du problème, on va aller direct au cœur, on va pas tortiller et tourner autour du pot là. La racine, d'où viennent ces dysfonctions ou ces troubles? D'où vient ces déséquilibres? Je fais aussi des diagnostics si ça vous intéresse, où on fait un check-up complet de vos énergies. C'est sur mon site web que vous retrouverez ça, parce que là, à mon avis, le chakra racine, le chakra sacré, j'arrête pas de dire racine, donc il y a aussi un problème avec le sacré et le racine. Pour vous, il y a les deux, il y a un problème, surprenamment des dysfonctionnements ou des déséquilibres avec les deux. Et en plus, je le sens quand je brasse les cartes, j'ai du mal. En plus, c'est des choses où il y a une certaine réticence à aller là-dedans. Donc ça veut dire que je pense qu'à votre niveau, peut-être même inconsciemment, vous avez du mal, l'introspection pour vous, à mon avis, est quelque chose qui vous paraît trop douloureux pour oser s'y mettre vraiment en fait. Donc peut-être que typiquement, vous avez peut-être songé à une thérapie ou à un coaching, mais vous trouvez toujours une raison pour ne pas y aller, ou par exemple le check-up qu'on doit faire chez le médecin ou chez le dentiste depuis 3 à 4 mois et qu'on ne fait pas parce qu'on se dit on le fera plus tard, parce qu'on a peur on a peur du diagnostic en fait. On a peur de ce qu'on va trouver si les choses sont posées, si vous voulez, si on a s'il y a vraiment vous n'avez plus cette espèce d'espace au final de respiration qui vous permet de nourrir une certaine forme de peut-être pensée magique où on veut pas voir ce qu'il y a sous le tapis ou ce qui se cache sous le lit quoi. Il y a un côté un peu immature en ce sens où c'est des réactions très enfantines de se dire en mettant la couette sur mes yeux, je verrai pas le monstre sous le lit en fait. Il y a un truc un peu comme ça pour vous, il y a une énergie un petit peu de cet ordre. 5, 6, 7, 8. C'est ça, vous voyez les cartes, même sans avoir aucune notion de tarot, je pense que vous pouvez les voir, je vais essayer de vous les rapprocher. On peut voir ici la notion de...
surtout celle-ci, ce qui pourrait être la force ici. J'aime beaucoup ce tarot aussi pour les illustrations que l'autrice propose. On voit qu'ici, le 8, qui pour moi, dans le système tarot de Marseille, c'est la justice, c'est la force. Il y a cette notion, je vous dis des bêtises? Non, je vous dis pas des bêtises. Maintenant, je me suis mis le doute. Parce que le rider et le... Moi, je préfère le système la force. C'est bien ça. Il y a cette notion avec la force que c'est un château de cartes ici, comme on peut le voir. Et que le personnage ici, ça peut s'écraser à tout moment. C'est-à-dire qu'un coup de vent, une carte qui se place mal et tout s'effondre. Et j'ai l'impression que c'est ça, cette forme d'urgence que vous pouvez peut-être éprouver au quotidien, qui fait partie presque, vous avez peut-être même intégré comme étant une partie de votre identité, maintenant avec les années en fonction de votre âge, où on sait que tout peut s'effondrer, mais on ne préfère ne même pas y songer. Et on continue à avancer comme ça un peu à l'aveuglette, ou en se fixant des objectifs en fonction de votre tempérament de base, en essayant d'occulter. Par exemple, je pense que vous êtes des personnes qui ont très peur de la mort, pour certaines. Je dirais même pour la majorité, c'est-à-dire que l'idée que ça se termine, vous ne pouvez même pas l'envisager, c'est pour ça que vous ne préférez ne même pas imaginer que c'est possible. Donc il y a un petit peu un syndrome de toute puissance de l'enfance, où un enfant ne pose pas, ne réfléchit même pas à cette notion de « je peux mourir », et je pense qu'un enfant en bas âge non plus n'a pas cette notion de la vie a un début et une fin. On est dans une forme de toute puissance où je suis le roi du monde et rien ne m'arrête. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des carrières très prolifiques, qui ont une capacité intellectuelle très vive, très forte, ou manuelle, ou créative en fonction de votre corps de métier et de vos capacités individuelles. Et on sent cette notion avec l'étoile de briller pour exister, vous voyez, briller pour exister. Exceller parce qu'on nous a appris à le faire, ou parce que j'ai compris que pour moi en grandissant c'était le seul moyen d'avoir de la valeur aux yeux de mes proches et d'être valorisé et reconnu et pouvoir recevoir un semblant d'affection et d'amour. Mais tout ça au final on sent que c'est très instable, vous voyez, c'est très furtif, ça peut s'écrouler en très peu de temps en fait. Donc là je dirais que la base de votre estime de vous n'est pas solide ici. Les fondations ne sont pas solides, même si on pourrait s'y tromper de l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui ne se voit pas, qu'on ne peut pas déceler chez vous au premier coup d'œil. Mais l'estime de soi est très fragile ici, parce qu'elle dépend principalement de l'extérieur. Évidemment, gros problème, je vous laisse imaginer. Parce que ça veut dire qu'on donne son pouvoir, on remet son pouvoir entre les mains de l'autre, d'autrui, en faisant ça. On n'est plus souverain de sa vie, on est à la merci de ce que les critiques ou les personnes vont juger de vous. C'est comme si on était un acteur, un chanteur ou voilà un artiste, et puis à chaque sortie de film ou de CD, on est là à courir, à guetter les moindres réactions des gens. Est-ce qu'on a fait beaucoup de ventes? Est-ce que les chiffres sont bons? Et encore une fois, tout ça, c'est extérieur, c'est pas vous, quoi. C'est des facteurs extérieurs sur lesquels vous avez très peu de contrôle finalement. C'est très surface. Ok, une petite dernière pour compléter le tableau. Ouais, il y a une grosse dualité en vous. C'est ça, vous avez besoin de retrouver une unité intérieure. Vous avez besoin de vous réunifier symboliquement à l'intérieur. Parce que les parties de vous, c'est comme, vous voyez le petit diable et le petit... Enfin, c'est pas vraiment un diablotin, mais on voit rouge et bleu. On voit qu'il y a deux facettes bien distinctes en vous qui sont à l'intérieur. Peut-être même que vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis schizo, c'est pas possible. Alors évidemment, si vous pensez l'être, ou si vous avez des antécédents, un passé médical ou psychologique lourd et que vous êtes diagnostiqué bipolaire ou schizophrène, là faut se faire aider, vraiment là on doit être suivi pour ce genre de choses. Mais là j'ai plus l'impression que ça pourrait être pour les personnes qui pourraient se sentir tout simplement parfois bipolaires, c'est ça, un peu schizo, deux facettes, et une partie qui va vers l'avant, une partie qui
En fait, on est un peu écartelé entre deux façons de fonctionner, en fait, deux façons d'opérer dans le monde et en fait, des mécanismes de protection que vous avez mis en place quand vous étiez probablement enfant, qui maintenant vous empêchent d'avancer. C'est comme des chaussures trop petites ou des chaussures dépareillées. Vous voyez, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Et puis ça m'interpelle parce qu'ici on voit il y a une perle sur le gâteau, qui est en fait un œil. Ah ouais, effectivement. C'est ça, vous avez un angle mort, vous voyez pas les choses dans leur globalité et c'est dans ces moments-là où j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une phase de transition ou que vous sentez que des choses remontent à la surface et que de toute façon le volcan va finir par exploser, autant prendre les dispositions nécessaires en amont en allant se faire aider. Je veux dire, en allant voir peut-être voir un thérapeute ou en tout cas entamer un travail qui va dans ce sens ou commencer à pouvoir un peu vider votre sac auprès de personnes bienveillantes qui peuvent entendre ce que vous avez à dire. Mais généralement, les proches ne sont pas les meilleurs conseillers, malheureusement, parce qu'ils sont trop impliqués et ils n'ont pas une vision de vous qui est, au final, neutre. Ils ont déjà une idée de vous, de par ce que vous leur avez présenté et la façon dont vous interagissez avec eux. Donc je dirais que là, le mieux, ça serait de trouver une personne neutre pour vous accompagner dans cette espèce de... comme un oignon qu'on épluche pour enlever les couches et les couches de souffrance ou de déni ou de peur pour enfin aller au cœur et trouver les réponses à vos questions qui sont à l'intérieur de vous en fait. Hein. La racine, on a compris que c'était probablement du coup lié à quelque chose de l'ordre de parents, comme je vous le disais au début, qui ont été soit trop exigeants, soit trop absents, qui vous ont fait en fait vous sentir du coup pas vraiment reconnu, pas vraiment valorisé. Du coup, on essaie de se nourrir par soi-même, mais vu qu'on n'a pas appris comment le faire, la nourriture que l'on s'octroie évidemment symboliquement n'est peut-être pas la bonne finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que votre subconscient aimerait vous révéler? Qu'est-ce que votre subconscient aimerait vous dire? Sur quoi est-ce que vous devez porter votre attention pour briser ces cycles de répétition? Eh ben ouais. Là, encore une fois, je n'ai même pas besoin d'avoir des notions de tarot pour comprendre l'imagerie. Il y a vraiment cette notion de il y a un deuil qui n'a pas été fait ici. Soit dans votre vie, soit à de multiples reprises. Mais vous voyez, il y a un moment où je pense que vous êtes peut-être le profil de personne qui se disait, qui pouvait vous dire si j'arrête, je vais m'écrouler en fait. C'est-à-dire que si le train s'arrête, je vais sombrer. Et en fait, ça encore une fois, c'est une peur qui vous maintient dans une illusion que tout va s'effondrer. Mais en fait, c'est dans la non-action et en calmant le mental et le dialogue, le monologue intérieur que vous vous répétez toute la journée, que c'est dans ce silence et ce calme que vous pourrez découvrir la vérité, vous délivrer. Un peu comme Excalibur, vous savez la légende d'Excalibur. Un être pur, l'enfant pur pourra sortir l'épée du rocher. Bah vous c'est ça. Et je pense qu'en essayant de renier votre souffrance ou en essayant de la minimiser en se disant avec des phrases toutes bateaux qu'on entend tous, il y a tout le monde a souffert, il y a des gens qui ont une vie pire que moi, oui peut-être, mais là pour l'instant c'est de vous dont il ne s'agit pas des autres. Et si on enlève l'aspect comparatif où on se jauge par rapport à l'extérieur et aux autres, quand vous êtes face à vous-même, face à ce que vous avez peut-être vécu aussi étant plus jeune, et ben voilà, les cicatrices ou les plaies sont là et elles sont devant vous. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites de tout ça en fait? C'est ne plus renier ce qui a été fait. Oh punaise, là c'est profond. Hein. Alors là, bon, je sens que cette vidéo, ça va être une longue vidéo. Hein. Que là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça.
vous vous sentez emprisonné et je pense que soit vous êtes des gens qui ont vraiment peut-être une présence publique ou une certaine forme de renommée, de notoriété ou des talents apparents qui sont d'ailleurs reconnus par vos pairs, par vos proches ou par voilà les gens autour de vous ou tout simplement des attraits physiques peut-être parce que je vois une beauté, pas forcément la beauté plastique on va dire communément enfin quoique si y a quand même, mais ça soit c'est une beauté vraiment qui dénote, soit c'est une beauté très communément acceptée avec vraiment un visage de poupée si vous êtes une femme ou vraiment un très très joli visage hyper proportionné un peu comme les stars hollywoodiennes, les hommes avec pas forcément musclé comme pas possible mais un visage qui est très qui est le critère qui est un peu l'idéal de beauté, que ce soit masculin ou féminin. Et on dirait que ça vous pèse, c'est quelque chose que vous subissez plus qu'autre chose en fait. Parce que vous avez l'impression aussi que les gens ne vous voient qu'à travers ce physique peut-être aussi, ou ses capacités, ses dons. Je me souviens, j'avais vu un reportage sur Michel Petrucciani, si vous ne savez pas qui c'est un très très grand pianiste qui est décédé il y a très longtemps maintenant, qui était en fait atteint, je crois, d'une maladie, il était de nanisme, enfin voilà, il était, mais c'est plus que nain, je crois qu'il était vraiment tout petit en taille, Michel Petrucciani. Et dans le documentaire, il disait qu'il avait horreur de ça parce que je crois que ses parents à Orange, là près d'Avignon, avaient une boutique de piano. Et en fait, sa mère l'appelait à chaque fois qu'il y avait des clients pour que ça soit l'attraction et qu'ils se mettent à jouer du piano devant tout le monde. Et apparemment, Michel Petrucciani avait horreur de ça en fait. Parce que c'était un génie, mais il était relégué, quand il vivait à cette époque avec ses parents, à une espèce de bête de foire qu'on expose. Et là, il y a un peu cette idée-là. Et ça me fait de la peine pour vous parce qu'on ressent que vous êtes tellement plus que ce que l'on voit à la surface et vous aimeriez tellement que les gens puissent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà, si vous ne vous autorisez pas à voir vous-même, pour vous-même, ce qu'il y a à l'intérieur, comment voulez-vous que les autres puissent y avoir accès si vous-même, vous ne vous ouvrez pas cette porte-là pour vous? Vous voyez? Vous voyez? Vous êtes écartelé, on en revient avec notre 2 de coupe, entre cette besoin de se cacher ou d'avoir l'impression de devoir minimiser ce que l'on a et cette envie de vraiment pleinement rayonner, d'assumer qui vous êtes et de prendre la place et d'oser briller. Et c'est très duel, c'est peut-être que vous aussi entre des phases de succès entre guillemets et des phases de gros down où on a l'impression qu'on est bon à rien, qu'on n'y arrivera pas. Il y a un côté un peu propre un peu aux gens qui peuvent être un peu dépressifs, où c'est vraiment les montagnes russes, il n'y a pas de stabilité, parce que les fondations n'ont pas été posées, n'ont pas été fondées, ne sont pas stables à l'origine, au départ. Vous avez évolué sur le fil, quoi. Et vous continuez aujourd'hui à vivre de cette façon. Alors qu'autre chose est possible pour vous maintenant. Vous avez le choix. Il n'est pas question de réparer, il est question de restaurer ce qui a été brisé, ce qui a été déconnecté en vous, ce qui vous a poussé à vous déconnecter d'une partie de vous-même pour la réintégrer. Quels conseils on peut vous donner là pour pouvoir justement entamer ce processus de reconnexion, de réunification pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce que les cartes proposent pour vous aider? Ouais, de lâcher. Arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter. Et le plus dur, et ça va être, il va falloir faire preuve de courage, c'est d'accepter de se mettre en lien avec sa douleur. Notamment s'il y a un deuil qui n'a pas été fait, comme j'ai pu le voir pour certaines personnes, ou des blessures d'enfance qui continuent à mener votre existence en fait. Et c'est de pouvoir
rentrer en contact avec ça. Donc si vous avez eu tendance à vouloir vous couper de cette partie de vous, ou peut-être de prendre soit des cachets, soit peut-être des drogues, ou d'utiliser peut-être les relations comme une forme de drogue, ou la dépendance à peut-être au niveau sexuel, en tout cas d'utiliser un moyen de pouvoir en fait temporairement vous anesthésier, là la première étape c'est de couper avec ça. Alors en fonction évidemment de votre situation, il va falloir peut-être se faire aider psychologiquement comme je le disais, ou même on va dire au niveau médical si vraiment ce sont des addictions lourdes. Mais il y a vraiment, il faut couper et il faut se faire assez confiance et se sentir assez en sécurité avec soi-même pour reconnecter avec ces parties douloureuses ou ces épisodes douloureux de votre vie. You gotta heal it. C'est quoi déjà? You gotta feel it to heal it. Vous devez sentir et traverser ce que vous vivez, vos émotions, pour guérir. Et là, c'est de ça dont il est question. Accepter de devoir peut-être mettre un genou à terre, de vous effondrer pour pouvoir vous relever. C'est ça, c'est de faire ce choix. De prendre les choses dans leur globalité et pas de faire au cas par cas et prendre que ce qui vous intéresse, tout ce que ce qui vous plaît et de laisser le reste et de mettre le reste à la poubelle. Là, il faut prendre, soit tu prends tout, soit tu prends rien. Mais pour pouvoir avancer et guérir et briser les schémas que tu répètes dans ta vie, au niveau sentimental ou relationnel ou professionnel, tu dois prendre ce que tu as, ce qui y est, en totalité. Tu ne pourras pas vivre dans ton authenticité tant que tu ne seras pas entier. C'est ça. C'est ça. La vérité. Lâchez ce que vous pensez connaître de vous, ce que vous pensez devoir faire pour aller vers votre authenticité, vers la vérité. La vérité, libérez la parole. Ce qui vous, en final, ce qui vous libérera totalement. Arrêtez de se voiler la face en essayant de combler des manques ou des carences intérieures avec des peut-être choses, soit des gens, soit des objets, soit des espèces de pansements passagers qui ne peuvent pas combler la brèche initiale. C'est arrêter de vouloir combler un vide par l'extérieur et comprendre ce que ce vide a à vous apprendre sur vous. Et par quoi vous allez le remplir en fait? Avec quoi vous allez le remplir? Message pour les personnes qui ont choisi le cœur orange. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Évidemment, ça permet de soutenir mon travail. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas également que sur Patreon, il y aura une vidéo, un petit dossier sur comment commencer à travailler sur les blessures émotionnelles, justement. Changer de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Voilà, bah écoutez, j'ai fait assez long, je crois. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas évidemment à me contacter si vous en éprouvez le besoin. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter et de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On va attaquer tranquillement. Je check, est-ce que la minuterie ça tourne toujours? On est bon. Alors, pour un peu. On va prendre mon petit bol parce que...
pour les personnes qui ont choisi le diamant vert, si vous avez loupé l'intro, sachez qu'il y a une extension sur cette vidéo que vous pouvez retrouver sur Patreon avec l'abonnement Silver que vous retrouvez juste en barre d'infos, qui donnera en fait des clés et des outils dans une vidéo que je vais faire pour vous aider à développer justement la résilience et pouvoir avoir des clés pour guérir, commencer à travailler sur ces blessures émotionnelles. Là, il y a aussi un jeu concours avec un bracelet à gagner. Il vous suffit de mettre je participe dans les commentaires et je choisirai au sort un gagnant ou une gagnante aux dates qui seront également dans la barre d'infos. Cela étant dit, là, donc on a le diamant vert couplé avec le cœur. Ah, j'avais pas fait attention. Le vert, c'est en lien avec le chakra du cœur et en lien avec la révocation du vœu de célibat. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est également en barre d'infos. Bon, bah alors là, j'ai aligné là, cette vidéo, là on est dedans. Parce qu'évidemment, j'ai brassé, mais j'ai pas choisi, c'est-à-dire que c'est sorti tout seul quand j'ai fait ma préparation. Donc là, on nous parle bien, on confirme bien qu'on nous parle du chakra du cœur. Et il y a une idée ici de devoir retrouver son âme d'enfant. Mais dans le sens, il y a une idée de pouvoir retrouver sa joie de vivre ou de pouvoir prendre la vie avec un peu plus d'autodérision et de légèreté. De peut-être rire plus. Peut-être que déjà un conseil simple que je pourrais vous donner pour pouvoir vous libérer déjà de ce qui vous pèse, c'est d'apprendre à dédramatiser et à pouvoir trouver, voilà, trouver ce qu'il y a de drôle, le drôlatique si vous voulez, dans tout ce qui est autour de vous et de pouvoir vraiment apprendre à décompresser à travers le rire et des activités vraiment que vous pouvez faire pour le plaisir. Il y a peut-être une notion de légère complaisance ou peut-être qu'on est parfois, on a tendance à être un peu têtu, un peu borné, à vouloir avoir le dernier mot. Et par contre, dans les aspects positifs que je peux voir ici, c'est que vous pouvez très bien vous débrouiller seul, en ce sens où vous arrivez à être une bonne compagnie pour vous-même. Je pense pas que vous êtes des gens comme pas paradoxalement, mais à contrario des gens qui ont choisi le diamant orange, je pense que vous êtes des gens qui vous satisfaisiez de vous-même, c'est-à-dire que vous savez être aussi une bonne compagnie pour vous, pour les autres, un peu comme un joyeux luron qui va dire des blagues, faire des bêtises, voilà, pour un peu être le clown un peu qui va vouloir détendre un peu l'atmosphère. Peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs que vous avez commencé à développer durant l'enfance, en famille ou à l'école, où c'est un peu le cancre ou ou la gentille qui fait un peu toujours rire pour essayer de remonter le moral des autres et qui a envie finalement que les choses se fassent en bonne intelligence et où vous êtes probablement d'un tempérament assez juste, avec des énergies peut-être assez balance ou assez gémeaux, un peu espiègle, où on a envie que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Et il y a une notion de partage, de soit vouloir partager, soit d'être naturellement là dans cette énergie-là de don de soi, de vouloir aider, de vouloir protéger les autres. Donc là, dans les aspects peut-être un peu plus longs, on peut nous parler du syndrome de l'infirmière, à vouloir endosser la responsabilité des réactions ou des choix d'autrui alors que ça ne vous appartient absolument pas et que c'est indépendant de votre volonté. Donc il y a peut-être une notion de vouloir toujours soutenir, soulager, écouter et être disponible et protéger de façon exagérée, excessive et parfois pas adaptée en fait. Un peu comme la bonne poire qu'on va appeler dès qu'on a un problème, mais nous, dès qu'on a un souci, qu'on appelle les autres, il n'y a plus personne. Vous voyez un peu ce genre de dynamique? Il y a quelque chose d'un peu comme ça ici, qui n'est pas forcément très équilibré. Ou quelque part, c'est toujours un échange de bons procédés. C'est pas vraiment de l'amour inconditionnel d'une certaine manière. C'est on fait ça parce qu'on sait qu'on pourra avoir ça, et réciproquement, l'autre fait ça parce qu'il sait qu'il va pouvoir ensuite avoir ci ou ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'un amour très conditionné, très conditionnel. Il y a aussi une notion ici de vouloir absolument faire comme ce qu'on doit faire traditionnellement. Il y a une idée un petit peu de protocolaire, un petit peu de... comment dit-on, où on est dans quelque chose de très
garder les conventions, les mœurs, les pratiques, par exemple, si en famille on a toujours fait comme ça, que le 31 décembre, le menu c'est ça et c'est ça depuis 3 générations, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous extirper d'un modèle qui a été posé pour vous et qui a façonné en fait votre propre évolution parce que vous avez grandi dans un environnement où les conventions et les règles, on va dire, familiales ou les règles plus largement sociétales étaient très rigides, très ciblées et où il y avait vraiment un espèce de protocole un peu comme dans les familles, anciennes familles par exemple nobles ou bourgeoises. Il y a c'est très protocolaire à l'époque, je pense que c'était plutôt fin 18e, début 19e, c'est les parents allaient se changer avant d'aller prendre le dîner du soir, on ne parlait pas aux servantes, on ne pouvait pas, les enfants ne pouvaient pas aller se mélanger avec des gens de caste inférieure. Vous voyez ce genre de choses, je prends un exemple, mais il y a cette notion d'où on garde les traditions et les traditions sont sacrées. Je pense que ça fait partie des choses qui peut-être vous bloquent à l'heure d'aujourd'hui parce que ces traditions-là, c'est un peu des vestiges qui sont plus du tout au goût du jour et qui ont besoin d'être mises à niveau en fait. Un peu comme un programme qu'on mettrait à jour. Il y a des croyances par rapport à ce que vous avez hérité au niveau transgénérationnel et familial qui ne sont plus du tout au goût du jour, mais dans lesquelles vous êtes encore complètement engoncé et emplâtré, j'ai envie de dire. Ok. Quelle est la racine ici des blocages et des cycles qui se répètent? Quelle est la racine du problème ici? Ou peut-être qu'à l'inverse, parce que là j'ai décrit un pan de la pièce, mais peut-être que pour d'autres, si vous vous retrouvez absolument pas là-dedans, vous avez essayé de faire l'opposé extrême inverse. C'est-à-dire plus de normes, plus de conventions, un peu à la Verseau. Moi je ne suis fidèle qu'à moi-même, je ferai pas comme mes parents, je ferai pas comme les autres, je veux être différent, je veux être marginal, je me suis fait des tatouages, j'ai eu une enfance rebelle, une adolescence rebelle, où je me suis teint les cheveux en rose, où je me suis rasé la tête pour prouver que j'étais différent. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que vous avez réagi par opposition au modèle qu'on vous proposait, mais vous étiez dans la réaction, pas vraiment dans la conscience. C'est-à-dire que ça a été un choix réactionnel. Donc en gros, vous êtes passé d'un extrême à un autre et vous n'avez pas trouvé le juste milieu. Donc c'est pas équilibré. Alors, et le comble, ça serait de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de faire exactement comme les modèles qu'on vous a donnés, alors que vous étiez toujours juré que jamais vous n'auriez fait ça comme ça. Comme les futurs parents qui disent « Non mais jamais je ne ferai comme mes parents, jamais !» Et en fait, vous avez fait pareil. Ça peut être ça aussi. Allez, loyauté familiale, vous pouvez regarder, il y a des ouvrages et des vidéos sur le sujet, c'est très intéressant. Peut-être que vous êtes justement dans cette catégorie de personnes qui avaient besoin de travailler pour pouvoir devenir déloyales à justement des valeurs familiales qui ne sont plus du tout en accord et en adéquation avec vos besoins en fait. Hein. Racine du problème, allons-y. Vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez la carte? Le personnage a grandi dans un arbre. Un arbre, par essence, ça a des racines très profondes, ça peut nous rappeler l'arbre généalogique, mais surtout, ça ne bouge pas. Ce n'est pas mobile. Donc je pense que vous êtes des gens qui vivaient très mal le changement, qui avaient besoin d'une structure plutôt routinière, où vous avez peut-être même des tocs ou des habitudes vraiment précises qu'il faut faire à tel jour, à telle heure ou de cette façon. Vous avez peut-être même pour certains, alors je rentrerai pas dans les détails, mais vraiment une forme de fétichisme au niveau peut-être de votre vie intime où il y a vraiment des choses où ça doit être comme ça. Il y a un côté un peu toqué, psychorigide ici où ça vous rassure d'avoir une chose faite d'une façon et la nouveauté quelque part vous dérange presque dans certains cas. Et on voit très bien que ce personnage a les yeux fermés. Donc vous êtes encore vraiment dans le cœur du pilote automatique où on ne fait pas les choses en conscience, on ne fait que tout ce que vous vivez sont des conséquences de choix qui ne sont pas conscients ou plutôt on va dire de programmes dont vous avez hérité en vous, que vous avez absorbé. Et il y a une notion de ne pas du tout avoir de libre arbitre finalement, parce que tout ce qui est fait sans vraiment prendre conscience de pourquoi on fait les choses. Donc la première étape pour vous sortir de là, c'est de commencer à regarder de façon très neutre
et sans juger, sans jugement, hein, d'être observateur ou observatrice de votre propre vie. Comme si vous étiez au cinéma et que vous regardez ce qui se passe en tant que spectateur, et d'avoir cette capacité à pouvoir vous extirper de vous-même pour observer ce que vous faites et comprendre qu'est-ce que ça dit de vous en fait. On peut être par exemple avec des gens ici qui n'ont jamais quitté par exemple la famille, c'est-à-dire que on reste dans la même ville, on reste dans le même village, on se refuse à partir peut-être de s'expatrier à l'étranger ou prendre un poste à l'étranger ou être muté parce qu'il faut rester près de la famille, parce qu'il faut s'occuper de maman, parce qu'il faut s'occuper de papa. Il y a une notion d'être tellement dévoué que ça en devient sacrificiel en fait. Et en plus, je pense que vous gagnez un espèce, il y a des bénéfices secondaires à rester dans ce que vous êtes ou ce que vous faites actuellement. Parce que je pense qu'on vous perçoit comme quelqu'un de très bien, de très respectable de l'extérieur. Ça vous apporte une certaine gratification, un espèce de titre presque honorifique où ah oui, elle s'occupe bien de sa maman, hein. Ah oui, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien parce qu'elle est au service des autres ou parce qu'il est au service des autres ou parce qu'il est très disponible ou qu'il est très porté sur sa carrière pour pouvoir voilà, nourrir et aider sa famille. Et au final, ça parle toujours de vous, mais on en vient à ça au travers du regard d'autrui, pas à travers votre propre perception de vous-même en fait. Il y a une idée d'être très contenu, pas très expansif, peut-être pas trop émotif, pas trop montrer ses émotions. Tout est très cadenassé, tout est très organisé, tout est très, très lisse. Alors qu'une partie de vous, c'est comme si on vous aviez obligé justement à être toujours la fille sage ou la gentille fille ou le gentil fils à sa maman et vous aviez un côté un peu rebelle peut-être étant plus jeune ou étant enfant, une envie d'aventure, une soif de découvrir le monde, une soif de voyager, de bouger, d'être dans l'action, de pouvoir vraiment laisser libre cours à votre imagination et j'ai l'impression que vous avez été... on vous a stoppé net dans votre élan en fait. Ou alors, malheureusement, ça arrive parfois, c'est on a une enfance à peu près correcte et puis on est dans ces énergies-là et puis maman tombe malade, papa quitte le foyer, vous devez vous glisser dans les peaux d'un adulte beaucoup trop tôt en fait et devenir grand beaucoup trop tôt. Donc on peut aussi avoir ici des gens qui n'ont pas eu d'enfance. Qui ont une enfance abrogée très rapidement par des étapes de vie, malheureusement qu'on contrôle pas, qui n'étaient pas de votre faute, où voilà, maman peut pas s'occuper de tous les enfants, papa est parti, on devient en charge de la famille, des petits frères et des petites sœurs, et puis l'enfance, finalement, on ne l'a pas vécu. C'est ça, trop de responsabilités, beaucoup trop jeune. Donc ça pourrait être le cas pour certains, peut-être pas pour une majorité, mais c'est beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de choses à gérer pour un tout petit corps, une toute petite tête. Et beaucoup de maturité. Je pense que vous êtes des gens qui sont de bons conseils parce que vous faites preuve beaucoup de practicalité dans la façon dont vous voyez les choses. C'est très terre à terre, on pourrait presque dire très cartésien parce qu'il n'y a pas vraiment la place pour la rêverie ou la mièvrerie. Là, on est dans quelque chose de très concret, voilà. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir nourrir la famille, ou voilà, j'ai dû arrêter les cours pour commencer à travailler, ou j'ai dû avoir 1 ou 2 emplois en plus des études parce qu'il fallait subvenir aux besoins de mes proches. On comptait déjà sur vous presque depuis le début, et c'est une grosse responsabilité, c'est un gros poids à porter quand on est jeune, quoi, en fait. Et puis en plus, on se sent... On peut sentir que la vie peut paraître injuste parce qu'on se dit pourquoi moi en fait, pourquoi je suis née dans cette famille, pourquoi moi, pourquoi je peux pas faire comme les autres. Par exemple, peut-être que vous avez été entouré de gens ou vous avez eu des épisodes dans votre vie où certains pouvaient partir en vacances, d'autres n'avaient pas besoin peut-être de travailler en étant étudiants pour pouvoir payer leur loyer et leurs courses, et que vous avez dû vraiment
mettre les bouchées doubles parce que vous n'étiez pas, c'est ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas à proprement dit très privilégié ou très favorisé par la vie. Ça pourrait aussi être d'une autre teneur. Par exemple, vous êtes né handicapé, vous avez eu un accident jeune, vous avez peut-être, je sais pas, des poumons plus faibles que d'autres personnes, ou un handicap physique qui fait que peut-être vous avez une hanche fragile et que vous n'avez pas pu faire des activités sportives comme tous les autres enfants, ou vous aviez besoin peut-être à cause d'avoir de l'asthme, vous ne pouviez pas faire les voyages scolaires. Tout devait être hyper encadré pour vous parce qu'il y avait une forme de handicap, que ça soit au niveau de sa condition sociale, de d'où on vient, de ce qui a pu se passer dans votre histoire familiale, ou vous au niveau de votre santé, de votre corps physique, où le corps était presque un boulet, un poids. Vous ne pouviez pas être libre de vos mouvements comme vous auriez aimé l'être. C'est ça, on aurait voulu pouvoir jouer avec les autres enfants, mais il y a vraiment une ombre au tableau. Alors je sais pas, ça pourrait peut-être être aussi être né dans une famille très dysfonctionnelle avec un parent alcoolique ou quelque chose où on a bien senti depuis le début que on était différent des autres enfants, qu'on avait une enfance qui était à part et qu'on était avec des gens qui étaient pas comme, on va dire, les gens autour de nous, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de différent qui vous marginalisait malgré vous, en fait. Ça peut être, moi je parlais là des gens qui ont peut-être eu une enfance assez modeste et qui sont issus d'une famille modeste, mais ça peut être l'opposé extrême, encore une fois, d'avoir une famille extrêmement fortunée et on se rend compte qu'il y a des grosses disparités en fait dans nos modes de vie, qu'il y a des grosses injustices mine de rien dans la vie finalement, pourquoi des gens sont si pauvres, pourquoi finalement quand je vais la voisine du quartier m'invite ou que je vais à une fête d'anniversaire chez quelqu'un de l'école, à la classe de l'école, et que je vois que ils sont à 3 dans une chambre, que voilà, ils ont des habits pas aussi luxueux que les miens, on comprend qu'il y a une différence. Et je pense que ça s'est joué à cette étape-là. Vous avez compris qu'il y avait une différence entre vous peut-être et les gens autour de vous, ce qui fait que ça a dû renforcer ou solidifier un sentiment de ne pas être digne de ce que l'on a, ou de douter de sa propre valeur en fait. De toujours se questionner de est-ce que je le mérite ou pas, un peu comme le syndrome de l'imposteur quelque part. Ou d'avoir peur d'être jugé, des préjugés qu'on pourrait avoir sur vous de par d'où vous venez en fait. Qu'est-ce que votre subconscient aimerait vous dire ? Qu'est-ce que votre subconscient aimerait vous dire? Ouais, je vois l'image d'un enfant qui est devant un magasin et qui dit « Maman, j'aimerais bien acheter ça » et sa mère lui dit « Non, non, ça va pas la tête, on n'a pas les moyens, tu vois. » Il y a quelque chose comme ça, ou quelque chose qu'on aurait voulu avoir, on n'a pas pu l'avoir. Ce qui a généré une grande frustration. J'entends, on n'a pas les moyens, donc oh là là. Donc ça m'étonnerait pas que vous ayez des soucis avec l'argent, que vous repoussiez l'argent un peu malgré vous, hein, ou que vous vouliez le dilapider, ou il y a une notion de pas d'avoir aussi une relation à l'argent qui n'est pas, qui est un peu, qui a été altérée par votre chemin de vie, par votre parcours en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais spontanément quand je vois ça, j'ai l'impression que vous êtes l'élu, les amis. C'est-à-dire que vous êtes là, et vous êtes peut-être même, pour celles et ceux qui croient en ça, vous êtes incarné, parce qu'on dit parfois, il est communément admis en spiritualité qu'au niveau des incarnations, et notamment de la réincarnation, on choisit la famille dans laquelle on va atterrir. Et là, il y en a qui doivent se dire, mon Dieu, qui doivent rouler les yeux au ciel en se disant, mon Dieu, et j'espère qu'elle rigole. Mais apparemment, on viendrait et on choisirait tout à l'avance. En tout cas une grosse partie. Je pense que vous êtes the one, vous êtes l'élu, les amis, comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Vous êtes là pour cramer cet anneau à la noix là qui maintient qui asservisse et avilisse les gens. Et vous êtes là pour en fait briser généalogiquement avec les croyances de la famille par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, par rapport à votre propre histoire, de vraiment pouvoir réécrire l'histoire. Vous avez ce pouvoir en fait. Vous êtes là pour vous libérer du carcan familial, du poids familial des croyances limitantes en fait.
Vous êtes là pour... Vous êtes ceux qui libéreront les lignées familiales. Je propose un accompagnement spécial lignée si ça vous intéresse sur mon site web. Mais là, on est vraiment là-dedans. C'est à vous d'en finir avec certaines répétitions au niveau familial généalogique, vraiment de votre arbre généalogique. Vous êtes là pour rompre avec le passé, oui. Vous avez la force, vous avez ces capacités. Vous avez, la vie vous a mis sur le chemin toutes ces épreuves et vous a peut-être même un peu plus chargé peut-être que d'autres personnes qui ont eu des vies un peu moins tumultueuses, mais c'est parce qu'il fallait que vous ayez justement, que vous puissiez développer cette force de résilience pour pouvoir vraiment vous en sortir. Donc je pense qu'émotionnellement vous êtes des gens qui sont très puissants, même si vous ne vous en avez pas conscience. Votre subconscient vous dit: t'as les épaules, on a les épaules, vas-y on y va, on commence le travail, on fait ce qui doit être fait, parce qu'on a les capacités, on est assez solide psychiquement et émotionnellement pour le faire en fait. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vous disais? Un nouveau monde. Vous créez un nouveau monde et créez un nouveau rêve, j'ai envie de dire presque une nouvelle réalité pour peut-être vos enfants, vos petits-enfants, en tout cas la suite pour les gens, votre famille et peut-être pas que, mais vous êtes là pour passer de l'ancien monde au nouveau monde, vous. C'est clair sur cette carte, je pense que je peux pas faire plus clair. On passe du gris, du terne à la suite. Vous êtes le pont entre l'ancien et le nouveau. En vous libérant, vous libérez les ancêtres aussi, peut-être d'une certaine manière. De malédictions familiales, de poids, de secrets, de secrets familiaux, de choses comme ça. Vous avez ce pouvoir. Vous voyez, on n'arrête pas d'insister, vous l'avez le pouvoir. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui y va et qui fonce, quoi. Et qui n'a pas peur de se prendre des patates parce que il y a ce feu sacré qui fait que quelque chose en vous qui vous pousse à aller de l'avant. Même si ça doit passer par une phase temporaire de destruction pour reconstruire. Intéressant. Et alors, quel est le conseil? Qu'est-ce que les cartes peuvent vous conseiller? Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le cœur vert, du coup? C'est quoi le conseil? Pour justement pouvoir gérer tout ça, là. Je vais voir que ça enregistre parce que c'est un peu ma hantise maintenant, vu qu'une fois, ça m'a lâché. On est bon, ça enregistre toujours. Alors, conseil. Donc vous avez carrément les ressources. Hein. Si vous avez besoin d'une forme de réassurance, là, si c'était ce dont vous aviez besoin d'entendre, oui c'est le moment, oui c'est le moment. Les amoureux. Alchimiser, c'est ça. Vous êtes des alchimistes. Même si ça vous angoisse beaucoup, vous les avez, les ressources. Ne doutez pas de vous. C'est ça, on vous demande d'avancer parce que je pense que vous, ce qui se répète, c'est de rester dans du... En fait, c'est de ne pas vous autoriser à pouvoir avoir mieux que ce que vous avez et de ne pas oser prétendre à plus que ce que vous avez par peur d'être rejeté et que la demande ne soit pas prise en compte, ne vous soit pas donnée quelque part. Et là, on vous dit, ton rêve, le lâche pas, en fait. Ton rêve, le lâche pas. Continue. Continue. Ne te satisfais pas du médiocre, du moyen. Ne fais pas de compromis. Continue à avancer. Crois en toi et continue à avancer. Et pour certains et certaines, peut-être qu'une relation significative, pas forcément sentimentale, mais quelqu'un va pas rentrer là, maintenant, quand vous regarderez ce tirage, quelqu'un va bientôt rentrer dans votre vie si ce n'est pas déjà le cas, pour vous aider à pouvoir justement vraiment vous lancer la dynamique ou vous aider à aller dans ce sens. C'est ce que je ressens ici. La vie va vous mettre comme une sorte de cadeau sur le chemin et je pense que ça sera sous la forme d'une personne, d'une rencontre très symbolique, très significative, presque fatidique, qui va vous pousser dans la bonne direction.
quel est le message que je peux vous donner en plus. N'hésitez pas, comme toujours, à liker et à vous abonner si vous souhaitez soutenir ma chaîne. N'oubliez pas également, comme je le disais en début de vidéo, qu'il y a sur Patreon, là, ma vidéo, entre guillemets, coaching, j'aime pas trop ce mot, mais pour justement travailler sur les blessures et pouvoir s'en libérer. Vous pouvez retrouver sur mon Patreon qui sera en barre d'infos. Et on va aller voir quel est le message pour vous. C'est ça, il y a beaucoup d'énergie, c'est assez... Les bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires de, là on complétait avec votre situation. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. C'est pour ça que je vous disais, n'acceptez plus les compromis. Et même que vous vous faites vis-à-vis de vous-même, il est temps d'avancer. Il y a quoi d'autre deck, par curiosité? La fuite. Je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Hyper intéressant. Bah écoutez, je vais m'arrêter là et je vous remercie infiniment comme toujours d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos si vous vous arrêtez ici. Ok, je m'attaque à présent au diamant jaune. Si vous avez loupé l'intro, sachez qu'il y a donc un jeu concours avec un bracelet en quartz hématoïde à gagner. Il suffit de vous dire je participe en barre d'infos et vous aurez toutes les modalités dans la description. Et je voulais aussi dire, je crois que j'ai oublié pour le groupe le Diamant Vert, il y a un article que je mettrai, de toute façon toutes les infos seront en barre d'infos. Il y a un article que je mettrai, que j'ai écrit, qui je pense pourra être très utile si justement voilà le thème vous parle et que il y a des choses pour vous qui font sens. Donc là, si on devait commencer tout de suite avec ce fameux diamant jaune. Allons-y les amis. Hop. Pour les personnes qui ont choisi le diamant jaune. Alors comme je vous disais, ce qui est assez incroyable, c'est que tout est très cohérent au niveau de quand moi j'ai fait les trois choix en fait possibles et que j'ai pris les cartes mais sans les regarder, que j'ai vu que c'était ça en les retournant. Là, il y a très clairement, là l'idée est quand même relativement claire et accessible au niveau de la compréhension. On voit ici qu'on a un espèce de grand soleil qui ressemble d'ailleurs, là je sais pas si vous verrez bien, un espèce de mandala, presque un sanskrit, enfin voilà, un mandala peut-être hindou, indien. Donc il y a une notion peut-être, déjà si j'ai ça qui arrive, c'est peut-être cette notion de... ne s'être pas senti à sa place, peut-être parce qu'on est parents d'immigrés, qu'on a une double culture, une double nationalité, qu'on a une espèce en fait de dualité, comme si on était écartelé entre là d'où je viens ou plutôt ce qu'on me fait sentir de mes origines et du fait que c'est on va dire socialement accepté ou pas, et qui je suis moi maintenant et comment je me suis développée. Donc j'ai peut-être des gens qui ont voyagé, qui sont de double nationalité, qui sont pas entre guillemets, qui rentrent pas un peu dans les normes, mais là j'ai vraiment, il y a une notion d'ethnicité presque. Par exemple, j'ai un très joli film qui m'est venu à l'esprit quand je pensais à ça, c'est un film avec Denzel Washington quand il était super jeune, où c'est une histoire d'amour entre Denzel Washington, donc qui est donc black, et une indienne, Malala. Non, comment ça s'appelait ce film? Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai le nom du film si ça vous intéresse. Je crois que le personnage principal s'appelait Malala, donc je crois pas que je l'invente ça, mais je ne me souviens plus du nom du film. Enfin voilà, si vous regardez la filmographie de Denzel Washington, c'est un de ses premiers films où il était tout jeuneau, et donc c'est une histoire donc interraciale entre un black et une indienne, et on voit toutes les difficultés auxquelles sont confrontés justement les deux personnages, du fait d'avoir un passé qui est différent et une culture différente, parce que dedans Denzel Washington est très bien assimilé en tant que black afro-américain, mais elle vient, on comprend dans l'histoire qu'elle vient pas du tout de là quoi. Donc il y a quelque chose déjà par rapport à ça. Donc ça peut aussi nous parler peut-être d'avoir des relations conflictuelles avec belle famille, d'avoir un conjoint, une conjointe qui n'a pas du tout la même culture que nous, d'être un petit peu voilà entre deux par rapport à
soit de là d'où l'on vient, soit avoir ce sentiment qu'on veut justement absolument rayonner, montrer qu'on est capable, prouver sa valeur, parce qu'on n'a pas pu en fait, parce que par le passé, on nous a fait comprendre qu'on n'était pas à notre place, que c'était pas pour nous ces choses-là. Donc ça pourrait typiquement être dans une autre configuration. On vous a dit les études, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras pas te l'offrir, c'est pas possible. Donc vous avez peut-être redoublé d'efforts pour prouver aux autres qu'ils avaient tort et vous êtes donné à fond, ou au contraire, vous avez bêtement suivi ce qu'on vous a dit. Enfin bêtement, c'est méchant de dire ça parce que parfois on suit par pression sociale, par pression familiale, mais en fait vous avez naïvement écouté ce qu'on vous a dit et vous avez pris en gros des suggestions pour des vérités qui en plus ne reflètent même pas qui vous êtes. Donc dans tous les cas, soit on est dans le, comment dire en anglais, le carriérisme, le overachieving, soit on est dans l'opposé, le underachiever, celui qui ne va pas au bout des choses, qui se sabote et qui a pas une très très bonne estime de soi. Donc ça va dépendre aussi encore une fois de votre propre vie et de votre histoire en fait. Mais là, ce qui est central déjà, d'ores et déjà, c'est cette notion justement de devoir nourrir la confiance en soi. Ici, on est quand même sur le chakra jaune du plexus solaire. C'est en lien avec la révocation du vœu de sacrifice. Si ça vous intéresse de voir ce que sont les vœux karmiques, j'ai expliqué, la vidéo explicative est en barre d'infos. Il y a quand même cette notion ici de... On a du mal à prendre sa place et même si on a réussi à la prendre, on va dire, de façon visible par rapport à autrui et qu'on a réussi à faire son trou, entre guillemets, comme on dit, il y a quand même encore un sentiment de pas être à la hauteur. Même si on s'est prouvé par A plus B qu'on pouvait y arriver, il y a quand même un petit goût encore de manque de confiance en soi finalement. Ok. Racine des blocages. Des blocages. Pour les personnes qui ont choisi le diamant jaune. Je vois là, je sais pas pourquoi, il y a cette notion de famille nombreuse. Peut-être que vous êtes issu d'une famille nombreuse ou que vous avez très vite été envoyé en pension, par exemple, dans un pensionnat, ou que vous avez peut-être été peut-être à la DAS, je sais pas, un enfant adopté. Il y a une notion d'être toujours devoir être dans le partage et devoir être dans, en gros, de devoir gérer un peu, que la famille était comme une forme de petite entreprise à gérer en fait. C'est s'il y a beaucoup d'enfants, il faut s'organiser, il faut que tout soit super organisé. Si on est en pension, voilà, à l'école en pensionnat, on n'a aucun moment en fait juste pour soi, on est toujours avec les autres, on est obligé de composer avec les états d'âme de tout le monde parce qu'on ne peut pas s'isoler en fait, vraiment à 100%. Alors ça c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Le monde, c'est ça. Votre monde est trop petit, soit parce que la vie a fait, comme je vous disais, que vous avez cru à des choses et en fait chaque croyance que vous avez assimilée comme étant des vérités sur vous, c'était une brique de plus pour construire la muraille de Chine qui vous entoure. Et là on voit vraiment qu'il y a une notion de... C'est un peu comme dans le film The Truman Show avec Jim Carrey. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est un super film. C'est vivre dans une bulle, vivre dans une espèce de réalité qui n'est pas du tout alignée à la réalité de la vie en fait. Dans sa globalité. C'est comme si on avait été dans un endroit soit extrêmement préservé, peut-être par exemple comme les personnes qui ont fait sport-études et qui deviennent de grands athlètes, ils n'ont pas des vies normales, c'est-à-dire que eux, à partir de, je sais pas, 13-14 ans, ils se font repérer. S'ils sont assez bons et qu'ils continuent, ils vont passer en régional, puis en national. Ils vont devoir faire les cours à distance parce qu'ils vont devoir se consacrer à leur carrière. C'est des vies, c'est des trajectoires qui sortent de l'ordinaire. Pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas quelque chose dans votre vie ou dans votre enfance sortait de l'ordinaire, ou au contraire c'était les petites maisons Sims. C'est tout le monde se ressemble, tout le monde va au même endroit, donc ça pourrait être vous n'avez peut-être jamais bougé de votre village ou de l'endroit où vous êtes, de votre région, et vous vivez vraiment une vie qui colle mot pour mot à ce qui était demandé de vous, à ce que tout le monde fait dans le quartier, dans la région. C'est quelque chose de très formaté dans la façon dont vous vivez votre vie maintenant. Ou peut-être plutôt, vu que c'est le passé, j'ai l'impression que c'est de la façon dont vous avez été éduqué ou on vous a appris à vivre votre vie.
Et ça revient, il y a une énergie un peu similaire au groupe précédent, mais dans une autre, avec une autre dimension ici. On a dû préserver un statu quo, quelque chose au niveau peut-être de la famille, c'est peut-être un peu comme ces familles où tout à fait dysfonctionnelles, où on sait que tante Gertrude est complètement à une araignée au plafond, mais tout le monde fait comme si tout va bien, tout le monde fait comme si c'est normal. On minimise en fait. Vous avez dû apprendre un peu malgré vous, et c'est peut-être vos parents, votre famille n'a pas voulu faire ça pour vous nuire, mais on vous a appris à minimiser vos ressentis, à étouffer vos émotions, à en gros être complètement vous déconnecter de vos ressentis corporels. C'est le sentiment que j'ai ici. À vraiment vous rigidifier et complètement vous déconnecter de vos ressentis, de vos intuitions, peut-être même de capacités psychiques si vous en aviez, ou de vos dons. On vous a dit, mais surtout n'utilisez pas ça, quoi. Ou on vous a mis dans des situations, vous avez été confronté à des situations où c'était dangereux de se montrer pour ce qu'on était. Donc là, on est dans des familles typiquement où de l'extérieur, tout le monde pense que tout est tout à fait normal, mais en fait, quand on creuse un peu, on voit que c'est tout sauf normal. Votre parcours a l'air atypique, et votre famille, le lien familial, ça a l'air d'être tout, c'est l'éléphant rose dans la pièce. Et ça, c'est hyper dommageable, parce que quand on apprend ça et qu'on intègre ça étant enfant, et ben en fait, ça fait qu'on reproduit ça à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on ne se respecte pas, que généralement on a du mal à poser des limites et des frontières entre nous et les autres, on se laisse absorber par les autres, ou on absorbe les autres un peu comme des vampires, et en fait vous le faites, mais il y a pas de, c'est pas pour nuire, il n'y a pas quelque chose de malicieux, de mauvais, mais c'est juste que vous avez appris un fonctionnement où il n'y a pas de différenciation entre vous et l'autre, il n'y a pas d'intimité, les frontières ne sont pas respectées. Les frontières émotionnelles et les frontières physiques. Peut-être que vous avez grandi dans une famille où on toque pas avant d'entrer dans la chambre. On laisse la porte ouverte quand on va se doucher, et puis quelqu'un rentre, et ou comme quand on est dans un internat, on a envie de prendre sa douche, ou je sais pas, d'aller aux toilettes tranquille, et en fait non, il y aura toujours quelque chose qui fait que on se sent jamais vraiment en sécurité là où on est. C'est pas possible en fait. Les dispositions étaient telles, je pense que c'était pas possible de se sentir déjà dans son unicité, dans son authenticité, et aussi d'être sa propre personne, parce qu'il y avait toujours quelque chose autour en fait. Il y avait toujours un élément qui allait perturber cette paix, cette sérénité, ou qui allait vous mettre dans une forme de sentiment de danger imminent permanent en fait, comme une espèce d'épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment et qui peut frapper en fait. Donc c'est pas sécurisant pour grandir en fait. C'est un environnement qui n'était pas sécurisant, et on se perd dans l'autre, on se noie dans l'autre. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, on devient codépendant, totalement codépendant, je pense. Ou en tout cas qu'on a des traits de codépendance assez marqués. Si on n'existe qu'à travers les autres n'existent que par notre propre perception. Ils n'ont pas vraiment d'existence propre. C'est un peu les troubles vraiment poussés à un extrême des gens qui ont eu des enfances avec des gens qui étaient narcissiques, manipulateurs, ou des pervers narcissiques. On n'existe que pour les servir, que pour les satisfaire. On n'a aucune existence propre en fait. On est là que pour soit renarcissiser le parent en étant le bonne fille ou la bonne petite fille, ou le bon petit fils à papa ou à maman, ou on est là que pour être utile. Il y a un côté utilitaire chez vous, dans le sens où vous avez appris que les choses doivent être utilitaires, que les choses doivent rouler, qu'il faut s'adapter aux autres, quitte à renier ses propres besoins personnels, et de devoir toujours composer avec les autres. Donc je pense que vous êtes des personnes qui avaient du mal à être entourées de trop de monde. Peut-être même que vous avez développé des troubles du comportement de type agoraphobie, de type claustrophobie, des choses comme ça. Parce qu'en fait, vous n'avez tellement pas pu vous épanouir et vous individuer, vraiment être votre propre personne, être une personne à part entière, que c'est fatigant pour vous d'être avec les gens, parce que vous devez toujours vous demander, est-ce que je suis en train d'être moi? Est-ce que l'autre essaye de prendre quelque chose de moi? Est-ce qu'au final, y a cette notion ici de... parce que quand vous y réfléchissez, si ça vous parle, le descriptif que je fais, c'est que les relations, on va dire, à qualité humaine qui vous drainent. C'est-à-dire que vous êtes
vous pouvez être seul avec vos plantes, qui sont des choses vivantes. Vous pouvez être seul avec votre chat ou votre chien. Là, il n'y a pas de problème. Le problème arrive à partir du moment où vous devez interagir avec des gens, que ça soit de votre famille ou d'autres gens. Donc là, il y a vraiment une notion, en fait, où on se rend compte que vous avez peur d'être englouti, d'être absorbé par l'autre, et le seul moyen de poser une distance raisonnable et de pouvoir savoir qui vous êtes, quels sont vos goûts, quelles sont vos envies, c'est en étant seul. Donc vous devez probablement vous sentir très isolé, ou en tout cas il y a une notion de retrait qui est cyclique, où on va toujours finir par se mettre en retrait parce qu'on a peur que l'autre nous prenne. Mais en fait, si vous savez qui vous êtes et que vous avez des frontières bien solides de qui vous êtes et de ce que vous aimez, les autres ne peuvent pas prendre, en fait. C'est pas comme un open bar. C'est comme si la maison dans laquelle vous vivez, symboliquement votre maison intérieure, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Ça rentre comme dans un moulin, en fait. Et c'est en réaction à ça que vous vous isolez. C'est ça. On a vraiment eu l'impression de subir ce qu'on a vécu. C'est la pression, on a subi son enfance et maintenant on en paye le prix, en fait. Vous voyez, cette carte est assez parlante. Je pense que ça nous indique ici aussi une profonde colère, mais qui est très enfouie, parce qu'en plus je pense que vous n'êtes pas vraiment des gens, je vois pas des gens hyper sanguins qui partent au quart de tour, qui ont envie de gifler tout le monde, qui sont hystériques et très vifs. Je pense plutôt que vous êtes des personnes justement qui avaient tendance à essayer de beaucoup pacifier les choses. Peut-être typiquement vous vous êtes intéressé à la communication non violente, c'est ou que vous avez peut-être vraiment plongé dans la religion, dans la spiritualité pour vous donner un peu entre guillemets une bouée pour pas complètement sombrer. Et au final, ça veut dire que vous évitez généralement, je pense, le conflit. Vous avez vouloir tendance à étouffer les problèmes, vous dire oh, ok, je vais prendre sur moi, ça va bien se passer. Et en fait là, on vous dit non. En fait, ça c'est ce qu'il faut changer, parce que là, si vous n'arrivez pas à vous assumer et à poser des limites claires et de pouvoir aussi vous respecter, votre enfant intérieur vous le fait payer, en fait. C'est ce manque de dynamisme et surtout d'intégrité vis-à-vis de vous-même, de respect vis-à-vis de vous-même. Votre enfant intérieur va vous le faire payer. Et en ne respectant pas aussi de façon plus large votre corps, celui-ci va également vous le faire payer, en fait. Donc vous avez peut-être des douleurs chroniques, des choses comme ça. Ça m'étonnerait pas, parce que à force de renfermer cette colère qui est comme un espèce de volcan qui est en dormance, mais en fait où ça bouillonne à l'intérieur, renfermer la colère, ça vous fait plus de mal que de la laisser finalement s'exprimer au grand jour, évidemment dans des conditions sécures. C'est pour ça qu'évidemment la thérapie est le meilleur endroit pour pouvoir vraiment sortir tranquillement, faire décompresser, baisser la pression petit à petit, mais la colère elle est présente. Que vous ne la voyez et la ressentiez ou pas, pour moi là ici on nous dit que la colère elle est là, quoi, en fait. Ok. Quel message peut vous transmettre votre subconscient? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et je pense que vous essayez de faire taire cette partie de vous. Dès qu'il y a des émotions qui remontent, des choses trop vives, vous allez vouloir écraser tout ça. Peut-être même que vous êtes du genre à se dire faut être forte, faut être fort, faut avancer. Et en fait à vouloir être dans une espèce de lutte permanente avec vous-même. Et là on vous dit bah est-ce que ça marche? Est-ce que ce que tu fais ça marche? Est-ce que essayer de ravaler ta fierté et dire ça va aller, continuer et laisser de côté toute forme d'émotion ou de sensation dans le corps et de vouloir toutes soit anesthésier avec des cachets, soit de faire comme si c'était pas là, est-ce que ça vous réussit? Là c'est très basique, hein, et je pense que ça vous réussit pas du tout, parce que vous faites que compiler comme un millefeuille les blocages, en fait, et les nœuds énergétiques en vous. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose de très mortifère ici, parce que c'est exprimé de façon différente, mais ces deux cartes veulent dire la même chose. On veut surtout pas bouger le statu quo.
Il faut que tout reste comme c'est. Vous voyez là, le personnage est dans un tableau, mais un tableau qui commence à déborder. C'est vos émotions. C'est vos émotions qui vous envoient des messages. Et je pense que vous avez des signaux qui devraient vous alerter si la somatisation devient chronique, si justement l'inconfort avec peut-être des désagréments au niveau de troubles psychologiques se font de plus en plus grands. Il faut que ça vous alerte sur la sonnette d'alarme qui est en train d'être allumée et qu'il faut absolument non pas essayer d'éteindre l'alarme, mais comprendre pourquoi elle s'allume, vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi pour vous au niveau inconscient. Vous avez peut-être beaucoup brassé dans les rêves, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Il y a une idée quand même de beaucoup brasser dans les rêves, d'être... j'ai une notion aussi d'événements qui vont vous pousser à vous pousser dans vos retranchements en fait et vous obliger à faire face et à affronter certaines choses que vous ne vouliez peut-être pas affronter jusqu'à présent. Comme par exemple des événements douloureux comme des deuils, la perte d'air trop cher, la perte d'un travail. Généralement, c'est les moments qui boum, qui foutent tellement un gros coup, qui sont tellement puissants que ça vous oblige à ouvrir les yeux sur certaines choses. Ou une rupture difficile, ce genre de choses. Pareil, vous voyez, ces énergies, les cartes se ressemblent pas, mais elles veulent dire la même chose. Là, les deux personnages, là c'est un couteau qu'elle tient, la jeune fille, et ici c'est un pieu. On pourrait dire comme si elle voulait crucifier, comment dit-on, un vampire, vous savez, lui planter un pieu dans le cœur. Là, il y a vraiment une notion de... j'ai soif de revanche, et c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, mais c'est par rapport à la vie en fait. C'est je veux me libérer de cette espèce de cage dorée ou d'image qui en fait est fausse. Je veux me libérer de l'illusion en fait. Il y a presque un côté presque manipulant où vous seriez presque prêt à tout pour pouvoir vous libérer de ce que vous vivez. Neuf de coupe, mais à l'envers. Ok, je crois que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que vous pouvez plus continuer à vous bercer d'illusions en fait. De ça ira mieux demain, je le ferai plus tard, de mettre à plus tard en fait. Là, le temps est venu et le temps c'est maintenant. Il n'est plus question de continuer à vivre dans un espèce de monde illusoire où le bateau il est en train de couler. Là, c'est soit vous coulez avec, soit vous décidez de prendre le petit canoë de sauvetage et puis de ramer jusqu'à la première rive. Là, il y a vraiment une notion être dans le rêve, dans le sens où vouloir se sécuriser un peu comme la pensée magique de l'enfant qui ne voit pas, comme je disais précédemment, qui ne voit pas, qui met sa couette sur son lit et sur ses yeux et qui se dit non mais je vois pas le monstre sous le canapé là ou sous le lit. Il y a une notion de là il faut commencer à faire un sérieux inventaire de ce que vous avez vécu, de ce que ça vous a vraiment coûté, de ce que ça vous a aussi appris, et d'avoir une vision beaucoup plus réaliste et concrète de votre vécu et de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce qu'en gros, il y a une idée ici de se démettre de ses responsabilités, de ne pas vouloir prendre sa part de responsabilité dans ce qu'on a vécu. Et c'est là où généralement les gens confondent prendre sa responsabilité et nourrir une forme de culpabilité, on pourrait dire. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vous, pas des autres. Et être responsable, ça ne veut pas dire, en gros, donner raison aux personnes qui vous ont fait souffrir ou vous auto-flageller en vous disant « Regarde, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça ». Non, c'est pas dans l'idée de se dénigrer. C'est dans l'idée de se dire « Ce qui a été, et j'accepte que ça s'est passé ». Et déjà, ça, c'est un gros morceau du travail à faire, d'accepter les choses pour ce qu'elles ont été, de façon neutre. C'est-à-dire que c'était pas la vie qui est contre vous, c'est la vie qui est passée à travers vous et qui a donné lieu à des situations plus ou moins inconfortables. Il y a une notion de remettre la responsabilité des personnes
avec qui vous avez pu être en porte-à-faux ou qui vous ont fait du mal à leur place, mais de récupérer votre pouvoir aussi en récupérant votre part de responsabilité dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que si les choix que vous avez faits étant plus jeune vous emmenez là où vous êtes aujourd'hui, c'est d'honorer qui vous avez été, de ne pas vous en vouloir d'avoir fait les choix que vous avez faits, mais de vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez en faire des différents. Vous pouvez changer la donne, il n'est jamais trop tard. C'est pour ça que je pense que vous, plus que les autres groupes, bénéficieriez à lire le bouquin La guérison émotionnelle que j'ai présenté dans l'introduction si vous avez loupé l'intro, qui sera en barre d'infos, parce que c'est exactement, on est dans le thème. Et là, dans l'extension sur Patreon, on va travailler sur ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite chaudement à aller regarder la vidéo que j'aurais publiée sur Patreon avec l'abonnement Silver, parce que vous, ça vous concerne, j'ai l'impression. Enfin, c'est des outils qui pourraient vous servir, vous. Peut-être plus que les autres. Ok, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Le conseil pour vous, alors du coup, quel est le conseil ici? D'accepter sa souffrance et d'arrêter de vouloir à tout prix y échapper en pensant que ça ira mieux si on oublie et qu'on ferme les yeux. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir faire son deuil de quelque chose. Une personne, d'un épisode de vie, d'une version de vous-même. Mais il y a une idée de pleinement, presque, j'ai envie de vous dire, d'honorer sa souffrance. Pas dans le sens de nourrir ça et pour continuer à vivre en ayant l'impression de subir sa vie, d'être une victime, mais d'honorer son histoire plutôt, peut-être que sa souffrance. D'honorer son histoire dans la globalité. Ça pourrait vous aider à justement prendre du recul par rapport à tout ça et voir que finalement, quand on fait le bilan, c'était peut-être pas glorieux, mais vous êtes là, vous êtes encore debout, vous respirez, donc vous avez survécu au final. Et ça, déjà, en soi, c'est honorable, vous voyez, ça vaut la peine de continuer et de vouloir travailler sur vous, en fait. C'est comme si vous vous en remettiez à la chance pour vous dire... C'est comme pour vous donner un exemple simple, on ne peut pas baser sa vie sur la possibilité hypothétique de gagner au loto. On ne peut pas baser sa vie sur la probabilité de rencontrer le bon partenaire ou la bonne partenaire de vie. On ne peut pas créer une vie ou construire une vie sur la potentialité, l'hypothèse et peut-être le coup du hasard de gagner à €1 000 000. Non. On peut pas se lever en se disant, mais de toute façon, ça ira, je vais gagner €1 000 000. Ou si, de toute façon, ça ira, quand je rencontrerai la bonne personne, ça ira, tout va rentrer dans l'ordre. Ça, c'est de la pensée magique, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baser et construire sa vie sur des choses qui sont de cet ordre, qui sont complètement hors de nous. C'est-à-dire que vous pourriez gagner €1 000 000, c'est super, mais vous ne pouvez pas baser votre vie sur l'idée que vous allez peut-être gagner €1 000 000 ou sur l'idée que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Là, il y a une idée de devoir se remettre au centre de sa vie, en fait, et de prendre pleinement ses responsabilités. Parce que le truc, c'est que peut-être pour certains et certaines, vous vous dites « Quand je vais rencontrer la bonne personne, ça va aller mieux. Quand je vais rencontrer les bonnes relations, tout va s'arranger. » Mais en fait, non, c'est vous maintenant qu'il faut commencer à travailler sur vous, avec vous-même, pour que ça commence à s'arranger dès aujourd'hui, en fait. On nous parle de guérison, donc oui, c'est bien ça. C'est marrant parce que sur ce deck, en plus, je vais vous parler de l'image du volcan qui va exploser. Peut-être qu'il va falloir qu'il explose pour que vous vous sentiez vraiment libéré d'un poids aussi, pour certains et certaines. Donc le conseil pour vous, c'est quoi ici? C'est ça. Arrêtez de focaliser sur ce qui n'a pas marché. Laissez le passé au passé. Et commencez à pouvoir envisager de pouvoir agir différemment et de pouvoir vivre autre chose. Vous, il y a vraiment une grosse notion, peut-être que ça serait très intéressant pour vous d'aller regarder du côté de justement la psychologie. Moi, je n'aime pas trop ça, mais il y a quelques aspects dans la psychologie positive qui sont pas mal, et aussi dans le pouvoir de poser ses intentions. Peut-être que la biologie des croyances pourrait être un ouvrage aussi qui vous aidera, mais il y a vraiment une notion, si vous ne changez pas vos pensées, si vous êtes en pilote automatique et que vous ne prenez pas conscience de vos pensées et que vous n'arrivez pas à prendre du recul,
c'est le hamster dans la roue. Vous devez couper avec votre ancienne manière de fonctionner pour vraiment vous libérer en fait. En focalisant sur ce qu'il n'y a pas plutôt que sur ce qu'il y a, c'est ce qui vous reste, c'est ce qui vous maintient en fait dans votre blocage actuel et dans ce karma et ces cycles qui se répètent. Parce que vous focalisez sur les mauvaises choses en fait. Là on vous dit de nourrir la gratitude et de commencer à pouvoir littéralement vous reprogrammer le cerveau pour pouvoir justement, je pensais parce que je crois que j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous laisse regarder dans la playlist les essentiels il me semble, il faut que vous changiez vos pensées, change de pensée et tu changeras ta vie. Mais il faut commencer. Parce qu'en fait, la peur du changement, vous arrivez à un stade où avoir peur du changement fera de toute façon moins mal que de rester là où vous êtes. Donc quoi qu'il arrive, vous serez gagnant à essayer de changer quelque chose dans la façon dont vous opérez, même si c'est des tout petits pas, et je vous conseille d'ailleurs de commencer avec des objectifs raisonnables, parce que finalement, un pas on se dit c'est rien, mais au bout de, je sais pas, 5-6 mois, un pas plus un pas plus un pas plus un pas, bah ça fait un sacré bout de chemin finalement. Donc là, voyez petit, à votre portée, mais l'idée c'est de continuer à avancer, même si ça va lentement. Quel est le conseil pour vous? Je crois qu'il y a un proverbe italien, c'est le plus dur, c'est dans un voyage, c'est de passer le pas de la porte, c'est de passer le seuil de la porte. Et vous, c'est vraiment ça. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous regretterez pas et vous reviendrez pas en arrière. Et c'est pas incroyable, je vous ai pas dit en début de tirage, pour vous honorer votre histoire. J'honore mon histoire, les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis, je m'honore. Créer de nouvelles perspectives. Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. La peur. J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Allez en thérapie, les amis. Si vous retrouvez dans ce que je raconte, thérapie. Sophro-analyse, ça peut être pas mal. EFT, sophro-analyse, ce genre de modalité. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez que je vous aide en individuel, tout sera sur mon site web. Si vous voulez voir la partie sur Patreon où je vous explique voilà ce que je vous propose comme outil pour commencer à travailler sur les blessures émotionnelles, on est parti. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.